Voilà, donc une présentation que nous allons vous faire. D'un côté, il y a les chiffres pairs, de l'autre côté, il y a les chiffres mères. Je ne sais pas si tout le monde l'avait pensé, mais c'est une évidence. Donc, je me présente, Anne-Marie Cuesta, BPN, donc, qui organise ce salon avec notre partenaire historique et ami, Anne Lepage de La Touline. On va faire très bref. Vous savez, c'est comme dans les conseils d'administration, dès qu'on parle chiffres, on fuit. Mais là, c'est des chiffres intéressants. Ils sont positifs, ceux-là. 360 000 emplois directs de l'économie maritime française. Vous avez donc là, non pas un graphique, mais la chaîne. Vous voyez que tout le monde se suit, tout le monde se poursuit pour arriver au maritime qui représente 91,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même colossal. Nous avons la construction navale civile et de défense pour 12,3 milliards d'euros. Nous avons également, alors j'ai pas tous les chiffres en tête et elle est assise devant, le transport maritime et fluvial, mais c'était pas ma partie, donc annonce. Pour 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Le nautisme pour 6,2, la pêche, aquaculture et produits de la mer pour 9,3. Vous allez dire, mais il en manque. Ben oui. Donc les ports, les infras, l'oil and gas, la R&D, la recherche, etc. C'est toute la différence pour arriver à nos 91,6 milliards d'euros. Donc vous voyez un poids économique extrêmement important. Qui dit emploi économique dit emploi. Le maritime, un secteur technologique à très forte valeur ajoutée. Alors celle-là, je la fais tous les ans, donc vous l'aurez encore cette année, peut-être l'année prochaine. Pour faire une voiture, je ne parle pas de la conception de la voiture, je parle de la réalisation. En 23 heures, on sort une voiture. Pour faire un char d'assaut, c'est sur roue aussi, 50 000 heures. Dès qu'on arrive sur tout ce qui flotte, on arrive à 1 million d'heures, 10 millions d'heures pour les paquebots. Donc c'est non seulement extrêmement ouvrageux, ça nécessite évidemment beaucoup de main-d'œuvre, mais ça nécessite de la main-d'œuvre, des compétences dans tous les domaines. Et il n'y a pas de métiers qui ne sont pas référencés, qui ne sont pas nécessaires au maritime et à la navale française notamment. La mer, une chaîne de compétences. Donc la marine marchande, la pêche, le nautisme, la construction-réparation navale, la course au large, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dans le dos? Elle est vraiment mal placée. La conversion de navires. La conversion de navires. Et j'espère bien que l'année prochaine, on en rajoutera un autre, même si c'est pas forcément des bateaux. Pour certains, ça va le devenir, puisque l'éolien offshore flottant, c'est sur flotteur. Donc, ça fera partie de notre chaîne. Il va falloir qu'on rajoute un maillon pour pouvoir vous montrer toute la diversité des métiers de la mer et tout le poids que ça va représenter. Je vais aller rapidement, parce qu'après, je vais passer la parole à Anne. L'industrie navale, la filière navale en France, c'est 516 établissements, 47 200 emplois directs. Plus de 90% de ces emplois se trouvent dans nos PME, PMI, donc nos petites entreprises, dans les ETI, celles qui font plus de 250, et dans les groupes. Comme vous pouvez le voir, alors je ne vais pas le manquer, chaque année j'y ai droit aussi. Donc nous avons une façade maritime extrêmement dense, avec quand même des pôles d'emploi qui sont quand même boraqués, on va dire. 25,30% pour la Bretagne un peu étendue, 11,77 sur la Normandie, nous retrouvons le PAC du Sud avec 24,90, et puis bien le plus grand port de France, donc l'Île-de-France, Paris, avec 21,24. Vous allez me dire, c'est pas quand même les péniches qui ont tant de monde que ça. Non, mais ce sont les sièges des sociétés qui sont référencés à Paris. Donc, je dirais que le gros, il est sur tous les autres points que vous avez sur tout le tour. On est en Bretagne, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu les leaders sur le sujet. L'industrie navale en Bretagne. Alors même Thomas Pesquet regarde ce qui se passe chez nous. Donc il a eu la gentillesse de photographier de tout là-haut ce qui se passe tout en bas, sur la mer et en dessous.
Donc la Bretagne, c'est 27 000 emplois directs, plus de 235 établissements, entreprises régionaux. Notre cluster Bretagne Pôle Naval, c'est un cluster industriel, business. Mais nous, déjà, sur ces 27 000, on a 22 185 emplois qui sont dans nos 210 entreprises. 3 filières d'excellence que nous portons, la navale, les énergies marines renouvelables, le parapétrolier et paragazier, et depuis cette année, les énergies. Donc quand on parle hydrogène, quand on parle vélique, quand on parlera peut-être ammoniac, etc., eh bien, ça fait partie aussi de nos entreprises. La Bretagne, la construction navale, donc un poids économique, avec 17% des emplois du maritime hors tourisme, 7 160 établissements, 65 650 emplois. Et là, je lui laisse la parole. Merci Anne-Marie. Alors le transport maritime, ce qui est important de retenir, moi, c'est au niveau de la précédente diapo, c'est la chaîne, hein, la chaîne et les passerelles et les transferts de compétences qu'il peut y avoir entre les différents secteurs d'activité. Donc au niveau de la Touline, notre filière, c'est le transport maritime avec à peu près plus de 102 000 emplois, je suis assez précise, hein, 22 000 emplois directs, dont 16 000 de navigants. Et je profite de cette occasion pour donner aussi un coup de chapeau à ces navigants qui ont beaucoup souffert au cours de cette situation sanitaire, ces marins de commerce, qui ont été un petit peu oubliés, invisibles. Mais heureusement que la France et les différentes autorités ont été présentes, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il faut le savoir que chez nous, tout va bien, tout va mieux. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait ça encore, et des marins de commerce subissent la situation. 80 000 emplois indirects avec donc toute la filière au niveau du paramaritime, donc tous ceux qui interviennent autour du navire, c'est toute la chaîne. Et en Bretagne, donc ça représente 218 navires, 5 345 marins qui sont rattachés au niveau de l'administration des affaires maritimes ici en région Bretagne. Là, on est mauvais élèves, 1022 femmes. Bon, ça, c'est un peu, on retrouve dans l'ensemble des filières, hein, au niveau du maritime. C'est vrai que là, il y a vraiment des efforts à faire en termes d'attractivité et de communication en direction des jeunes femmes et des femmes qui souhaitent aller vers ces métiers. Et donc, 288 marins inscrits au titre de la plaisance professionnelle et 64 femmes. Alors le métier de navigant, c'est vrai quand on en parle, on pense marin, mais marin, c'est différents métiers. Différents métiers qui peuvent être liés à la navigation. Vous avez différents types de navires, vous avez des compagnies ici présentes. Donc il y a l'océanographie, Anne-Marie. Et tu baisses ? Non. Donc, différents métiers, différents types de navigation. Donc, à bord de ces navires, vous avez des personnes qui ont les compétences et les formations pour exercer les métiers au pont, comme on dit, à la machine, au niveau de l'électronique, au niveau de l'électricité, et il ne faut pas oublier également au niveau du service hôtelier. Promotion sociale et mixité. Promotion sociale, c'est des métiers aussi où on peut évoluer assez rapidement. Il faut savoir aussi qu'au niveau des salaires, ils sont plus élevés que ceux qu'on peut retrouver par exemple à formation équivalente à terre. Et il faut savoir aussi, c'est ce qu'on exprime au niveau de la Touline notamment et tous les acteurs en termes de l'emploi et de l'orientation. On peut être marin pendant un temps et ensuite se reconvertir à terre dans d'autres secteurs maritimes en lien avec la navigation. Et enfin, un savoir-faire et un savoir-être, surtout le savoir-être, c'est très important ça aussi. Quand j'interviens devant différents publics, je leur donne comme exemple suivant, vous pouvez être un très bon technicien, mais, excusez-moi l'expression, si vous avez un caractère de cochon, il est clair que vous n'intégrerez pas un équipage comme cela, parce que c'est une vie où on est vraiment, on passe 24 heures sur 24 avec ses collègues, on vit avec, donc voilà, donc le savoir-être est très important dans nos professions. Je savais pourquoi je ne m'étais jamais embarquée. Alors, le nautisme, c'est 43 000 emplois directs, plus de 5 500 entreprises, plus de 5 milliards de chiffres d'affaires. Vous remarquez, je suis très vénale, j'insiste beaucoup sur les chiffres d'affaires. La Bretagne, 4 800 emplois.
La pêche. Pêche et aquaculture, produits de la mer. Je dirais c'est le fleuron, un peu quand on parle maritime, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est la pêche. Donc la pêche, c'est 68 000 emplois directs, 4 153 bateaux, 60 ports, ce qui est énorme, 270 établissements de mareyage et 27 748 marins, pêche et culture marine. Le poids de la Bretagne, 1152 navires de pêche, plus de 635 navires aquacoles, 5063 marins pêcheurs, dont 73 femmes. Ben oui, mais ils sont tous suédois. 95 entreprises de mareyage, 9 555 concessions aquacoles. Les sources sont vérifiées, hein, je préfère prévenir. C'est important de le dire. Voilà. Donc voilà, nous avons passé rapidement. L'idée n'était pas de vous abreuver de chiffres. Vous avez le droit de prendre des notes. Vous pourrez retrouver cette présentation sur le site de ProEmer dans quelques heures. L'idée, c'était de vous montrer toute la diversité de nos métiers, toute l'implication des hommes et des femmes dont nous avons besoin et toute la motivation qu'il faut pour pouvoir rentrer dans nos métiers. On a des métiers qui sont de beaux métiers, qui sont plutôt bien rémunérés. Il manque des femmes, donc la porte est ouverte. Hein, les femmes, c'est quand même la moitié de l'humanité, nous allons dire. Bon, ça serait dommage de se priver d'un tel vivier. Et nos métiers sont totalement ouverts pour les femmes. Je pense que c'est le moment ou jamais de passer à ce qui est social et solidaire. Donc l'excellence. Effectivement, une petite transition donc avec cette table ronde qui va être passionnante avec des passionnés, chacun d'entre eux et Maud également. On va parler de valeurs, on va parler aussi de métiers qui ont du sens. L'économie sociale et solidaire, c'est vrai qu'on en parle un peu plus. Il faut savoir que le labo ESS, en lien avec le ministère de la Mer, a réalisé une étude et je vous invite à aller la découvrir sur le site internet du labo ESS pour une économie de la mer durable et solidaire. Et lorsqu'on a imaginé cette table ronde avec Anne-Marie, on a pensé que c'était le moment justement de consacrer et de mettre en avant ceux et celles qui sont dans ce cadre-là et qui ont envie de faire découvrir des métiers d'une autre façon. Alors sur le territoire, vous avez des acteurs aussi qui promeuvent l'économie sociale et solidaire. Ici, sur le pays de l'Orient, donc il y a C2Sol, avec donc Fabrice Jotin qui est présent ici sur le salon et qui est chargé justement de développement au niveau de l'économie. Je vais laisser la parole à notre monsieur loyal, Denis Juel, qui va donc animer cette table ronde et qui va nous présenter donc les différents intervenants. Et merci à eux. Merci Anne. Donc nous, on va s'éclipser. On vous souhaite une excellente table ronde, que ça vous donne plein d'idées. N'hésitez pas à leur poser plein de questions parce qu'ils sont prêts, ils ont répété depuis des semaines. Donc ils seraient frustrés si vous ne leur posiez pas de questions. Surtout Denis, je préfère le préciser. Mais ils sont tous là pour répondre à vos questions et vous allez voir que les nouveaux entrepreneurs, ils en ont soufflé. Merci. Bonne journée et à plus tard dans le salon. Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer effectivement cette table ronde. J'ai reçu l'honneur d'animer. C'est une première pour moi, mais c'est surtout les intervenants, bien sûr, que vous allez entendre. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer, alors non pas longuement comme dit Anne-Marie, parce qu'on est tous un petit peu débordés, et aussi, mais à préparer cette table ronde avec nos 4 intervenants. J'ai découvert un monde, je suis entrepreneur moi-même, je dirige un bureau d'études et d'architecture navale, et avec différents passés d'entrepreneurs, mais là j'ai découvert un autre monde et d'autres façons d'entreprendre, avec d'autres motivations. Moi j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que ça va aussi donner des idées à tout le public de ce salon. Donc pour témoigner avec nous aujourd'hui, Maud Grosjean, qui a créé l'association Cap Pas Cap, une école de voile, vous allez voir, un petit peu innovante. Théo Després récupère du plastique, pas sur les plages, mais déjà sur les ports, des filets de pêche, pour en faire tout un tas de produits. Il y a des chiffres qui sont incroyables, il va en parler. Tanguy, que je connais un peu mieux, puisqu'on a collaboré techniquement, on a
tenté de dessiner quelques pièces pour son projet. Tanguy Lebotte, il porte un projet qui s'appelle Scravik, et Tanguy est docteur en océanographie. Et donc son projet, son idée, c'est de monter des missions océanographiques à la voile. Et enfin, Didier Tocquet. Alors Didier, je l'ai positionné en dernier parce que sinon j'avais peur qu'il prenne toute la place, en fait. tellement il a une grande expérience dans le domaine de l'économie sociale. C'est vraiment, ça va être intéressant d'avoir aussi ta vue plus longue de l'expérience. Je veux dire, tu es quand même le plus âgé des intervenants. Maud, si tu veux bien, on va commencer par toi. Tu as donc créé, ou tu es en cours de création, de cette association Cap ou pas Cap, qui est une école de voile d'un autre genre. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc effectivement, nous on est les petits poussins de la table ronde, parce qu'on a commencé notre activité il y a 1 an sous format associatif, donc ça s'appelle Cap ou pas Cap, école de voile pour tous, et on est basé à Lorient. L'idée de l'école, c'est de permettre de découvrir la navigation à des gens qui habitent le littoral, qui habitent notre territoire et qui finalement ont peu accès à la mer, souvent pour des raisons économiques et aussi parfois pour des raisons culturelles. Mais l'école se veut ouverte à tous. C'était important pour nous que tout le monde puisse s'inscrire, quel que soit le parcours, donc on vienne, qu'on découvre la navigation. On n'a jamais mis un pied sur un bateau, ou alors on veut se perfectionner. Voilà, et puis après, pourquoi ce projet entrepreneurial? Moi j'avais envie de faire un métier qui avait du sens, donc au départ je venais du monde plutôt de l'entreprise, j'étais chef de projet, je me suis reformée, j'ai un BPGEPS croisière, donc, qui permet d'emmener des gens en autonomie à peu près à 200 000 des côtes. Donc pour apprendre, ça suffit. Ça ne permet pas de faire le tour du monde, mais ça suffit pour apprendre. Voilà, et donc la façon dont on travaille, c'est vraiment qu'on reste une école. Donc on ne balade pas les gens sur un bateau, même si ça peut être très sympa de se balader sur un bateau, mais c'est vraiment que les gens puissent s'impliquer et ressortir en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose et d'avoir fait aussi un pas vers l'autonomie. Donc comment on travaille? En général, on rencontre les groupes, donc ça peut être des groupes de pré-ados ou de jeunes adultes. Avant, ils viennent sur le bateau, il y a une partie évidemment sécurité, découverte aussi de comment fonctionne un bateau. Quand on n'a jamais été sur un bateau habitable, quand même pas mal de basiques à prendre en compte. Et c'est aussi l'idée de mettre en route l'imaginaire et le fait de se dire, ok, moi aussi dans quelques jours ou dans quelques semaines, je vais prendre la mer. Et puis ensuite il y a le temps de navigation, donc c'est ça qu'on adapte avec le groupe. En démarrage cet été, on a fait surtout des sorties à la journée. L'idée c'est plutôt d'aller vers des séjours à peu près d'une semaine à 15 jours pour rentrer aussi dans un rythme qui est vraiment le rythme de la vie en mer des marins. Et puis ensuite on a un troisième temps qu'on qualifierait peut-être de temps de débrief, mais qui est un temps à 3-4 semaines de la navigation pour dire qu'est-ce qui reste en fait de cette expérience-là. Et c'est là qu'on essaye de faire des parallèles entre ce qu'on a vécu sur le bateau, et je crois que Anne-Marie l'évoquait tout à l'heure, il y a des questions de savoir-être et des questions de savoir-faire, donc évidemment il y a des premiers apprentissages sur le bateau, mais on n'a pas l'ambition d'en faire des marins en 15 jours. Et puis il y a aussi toute une question de savoir-être sur, on a fonctionné en équipage, on ne s'était pas forcément choisi, on a eu des rôles et des responsabilités à assumer, on est sorti aussi de notre quartier habituel. Donc ça par exemple, on a des petits exercices où on passe de la carte de l'Orient à la carte marine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, on est capable de faire émerger des choses et on suscite le débat chez les jeunes, mais c'est eux qui nous font ces retours-là. Voilà, si je suis capable de me repérer dans un nouvel environnement, d'avoir des nouveaux repères, savoir lire les balises, savoir reconnaître un phare, qu'est-ce que ça veut dire de moi qui suis en train de chercher une orientation scolaire, une orientation professionnelle, un choix de vie? Voilà. Et c'est super parce que, en tous les cas, sur les premières expériences qu'on a eues cet été, je peux vous assurer qu'il y a des jeunes qui nous ont fait des débriefs. Moi, j'ai des stages adultes, j'ai des adultes qui ne savent pas me débriefer ça en une semaine, mais sur des choses toutes bêtes, sur des virements de bord, où à la sortie du virement de bord, on avait un petit peu expliqué dans l'équipage, c'était bien de revenir vers le vent pour que l'équipier, notamment les pré-ados qui sont un peu moins costauds, puissent border le génois. Et ils avaient tout à fait compris qu'il y avait de l'entraide et qu'en même temps, il y a un moment où il ne faut pas aller trop près du vent parce que sinon on repart dans l'autre sens. Et ça, c'est des choses, après, dans leur fonctionnement de groupe, les animateurs nous ont dit que ça a changé des choses, même dans la vie de l'été, dans l'été, dans les autres sorties qu'ils ont fait. Voilà. Je pense qu'effectivement, les parallèles, de toute façon, sont nombreux à faire entre la navigation et la vie de tous les jours. Il y a la
solidarité, l'entraide, c'est très important. C'est ce que tu souhaites développer un petit peu plus avec, donc je crois que tu es en phase d'acquisition d'un voilier, c'est ça? Alors, cet été, on a fonctionné avec des voiliers loués et prêtés. Donc une petite difficulté à la fois logistique et puis aussi financière. Donc là, on est dans un processus d'achat d'un bateau pour l'association, un bateau habitable avec 3 cabines, donc qui pourra accueillir entre 8 équipiers en tous les cas sur des longs séjours. Et puis, on est en train d'essayer de développer un certain nombre de partenariats avec des acteurs qui sont déjà impliqués sur le territoire, donc qui connaissent aussi les jeunes. Ça, c'est important, qui connaissent aussi les jeunes qui vont venir, qui souvent, la plupart du temps, viennent aussi avec un animateur. Donc on fonctionne en binôme. Nous, on garde ce rôle plutôt apport sur la mer. Et puis l'animateur, lui, il fait le lien entre ce qui se vit le reste de l'année, que ce soit dans l'aide aux devoirs ou dans ce qui se vit dans les quartiers. Et puis voilà. Et puis on a ces temps forts avant la navigation, pendant la navigation et après la navigation. Et donc là, on a un projet, c'est de le faire avec des jeunes qui sont dans des parcours que vous connaissez peut-être au niveau de la région, des prépas Cap Avenir, qui préparent des jeunes en fait à construire leur projet professionnel. Donc souvent, c'est des jeunes qui ont décroché au niveau scolaire, etc. Et c'est une phase de remobilisation. Ils auront plein d'activités, mais entre autres, ils auront un temps fort autour de la mer, qui sera vraiment un temps fort parce qu'il est programmé début avril, donc, avec une météo qui peut être intéressante. Et dans la partie, parce qu'il y a 2 points moi, qui me tiennent à cœur dans cette table ronde, c'est la partie entrepreneuriat, hein, comme je l'expliquais au début, l'innovation dans l'entrepreneuriat, et puis la partie sociale et solidaire, l'aspect social et solidaire de leurs entreprises. Mais dans ton parcours d'entrepreneur ou de créatrice de ton association, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu les aides que tu attendais? Comment tu veux? Alors, c'est un grand parcours. Moi, en plus, comment dire, moi, je venais d'un parcours en entreprise et plutôt dans des grosses structures et ça me pesait. C'est aussi pour ça que j'ai voulu entreprendre et avoir quelque chose qui avait plus de sens. Et en même temps, je me suis aperçue que dans les grands groupes, il y avait aussi des choses structurées qui marchaient bien. Et quand vous vous retrouvez entrepreneur, eh ben, vous êtes devant un panel de propositions. Il y a un panel d'aide aux entrepreneurs, un panel d'aide à la création d'entreprise. Mais après, faire la démarche d'aller chercher chaque dossier, etc., c'est très demandeur d'énergie. Donc ça, c'était une difficulté, surtout qu'au départ, j'étais toute seule et qu'on est encore une toute petite équipe. Donc ça, c'était la première difficulté. Une deuxième difficulté aussi, pour être honnête, c'est la difficulté du financement. C'est-à-dire qu'on a plutôt trouvé du financement, alors, facilement ce serait dire, mais ce serait un peu facile à dire, mais en tout cas, il y a du financement pour des projets, je veux dire, avec des groupes constitués et emmener des jeunes en mer sur une semaine, ça, il y a un petit peu d'argent. En revanche, pour financer le support, donc l'outil de travail, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, donc c'est sur ça que sur le financement, et donc vous voyez, une grosse partie de notre financement va être ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire famille et amis qui nous prêtent de l'argent pour l'achat du bateau. Là où justement les instances qui aident à l'entrepreneuriat ont pour l'instant en tous les cas un peu calé sur l'achat du support. Et quel développement, c'est peut-être tôt un peu pour en parler, mais quel développement tu vois? Comment tu vois ton année 2022 déjà, sans aller trop loin? 2022, on espère avoir notre bateau. Et une place de port, je et pense. notre place au port, voilà. Un endroit accessible. Place de port pour... Petit message. Premier point. Deuxième point, c'est multiplier le nombre de partenariats. On a vraiment eu cette... Et ça, c'est une étape importante, je pense, dans l'entrepreneuriat qu'on a tous eu, c'est d'avoir cette phase de prototypage. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais c'est-à-dire de tester l'offre. C'est-à-dire, cet été, on a vraiment testé l'offre d'avoir des jeunes qui viennent sur le bateau. Nous, on a prévu quelque chose, mais de voir aussi comment ils réagissent. Voilà, moi, il y a des trucs théoriques sur la sécurité, j'en avais prévu trop. Bon, maintenant, je sais, j'adapte. Et puis d'autres choses où les jeunes ont pris plein d'initiatives pendant les navigations et du coup ça encourage beaucoup parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin que parfois ce que nous on avait prévu. Donc ça c'est chouette. Et donc voilà, donc c'est multiplier les partenariats en s'appuyant sur ce qui a été fait pour dire ça marche. Et en fait le fait de l'avoir fait comme ça même à petite échelle, ça permet de lever des freins sur mais est-ce que tous les enfants peuvent monter à bord, est-ce que sur la sécurité vous avez ce qu'il faut, voilà, ça nous aide beaucoup. Et puis après, moi, mon objectif, c'est vraiment qu'il y ait quelques jeunes dans le lot qui aient envie d'aller plus loin, soit pour se former, soit pour nous, en tout cas dans un premier temps pour accompagner le développement de l'association, mais aussi pour se former et intégrer ces métiers-là, parce que comme ça a été un petit peu dit, il y a de la place, en tous les cas sur le nautisme, il y a quand même beaucoup de choses à faire, et pour des jeunes qui ont pas forcément pensé à ces orientations-là, voilà, on espère être un premier public qui prennent goût à la navigation et au sens marin qu'on leur a proposé. Je précise qu'on pourra essayer de faire un petit jeu de questions-réponses à la fin de la table ronde. Là, on est un petit peu serré par le temps. On va peut-être entendre chacun des intervenants et puis ensuite, si
si Anne nous laisse le temps, on fera un petit jeu de questions-réponses. Je pense qu'il va y avoir des questions, gardez-les pour la fin. Théo Després, Théo, raconte-nous un petit peu, toi, cette aventure qui est un peu plus ancienne hein, que celle de Maud, il y a déjà quelques années, avec quelques camarades. Tu es designer industriel, designer, je ne sais pas comment ça s'appelle. Designer produit. Produit, voilà, pardon. Et tu as voulu trouver ce que l'on peut faire avec ces filets de pêche. Alors, raconte-nous. C'est ça. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Théo Després, je suis actuellement le président de la société Filet Fab. Mais avant que ce soit une société, c'est effectivement tout un projet qui est né quand j'étais étudiant à l'époque aux Beaux-Arts de Brest, avec des camarades, hein, alors qui n'étaient pas aux Beaux-Arts, mais des copains qui avaient fait la même formation que moi, designer produit. Ce projet, il est né d'une volonté vraiment de trouver des solutions quand on arrive à avoir quand on perçoit une ressource. C'est-à-dire quand on s'est lancé, on a vu ces filets de pêche usagés sur le port de Brest, et on s'est posé la question, mais pourquoi ils sont encore un peu, pourquoi ils sont soit sur les quais, soit on en trouve un peu par terre, un peu abandonnés en fait, tout simplement. Et quand on est jeune, on a 19-20 ans, on se pose plein de questions, mais on se dit que bon, ils doivent être récupérés, recyclés, et puis peut-être qu'on peut en faire des choses. Le plastique recyclé, il y a 6 ans, il n'avait pas la même fame, aura, etc. Bon, ça a commencé à venir, mais quand on parlait de filets de pêche, les gens se disaient non, mais c'est même pas du plastique, ça pue, c'est sale, etc. quoi. Mais bon, on se disait qu'il y avait une filière, qu'on pouvait après fabriquer des chaises, etc. avec. Et sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout qui était fait avec les filets de pêche en France, en tout cas. Tout était envoyé à l'étranger ou enfoui, incinéré, etc. Non, même pas les incinérateurs, ils n'en voulaient pas. Donc non, c'était enfoui ou envoyé à l'étranger. Donc nous, en tant que jeunes étudiants, jeunes designers, on se dit, bon, à notre échelle, on va essayer de faire des choses, on va essayer d'aller récupérer un peu de matière auprès des pêcheurs brestois, et puis dans nos garages, faire fondre la matière sur un bilic avec des gélumeaux, etc. Et c'est ce qu'on a fait, on allait vraiment voir un pêcheur. Au début, on s'est fait un peu renvoyer, ils disaient, mais c'est qui arrive sur un quai, parce que bon, quand on n'est pas habillé de la même manière, etc., ils se demandent qui on est, quoi. Et bon, il y a un pêcheur quand même qui nous a bien accueillis, avec qui on a beaucoup parlé, et voilà, on a lancé un projet sans vraiment se prendre la tête, quoi. On savait, on a vu des chiffres en France, effectivement, quand on parle de chiffres, 800 tonnes alors 800 tonnes de filets, hein, je ne parle pas des chaluts ou des sénatons, etc. Je parle vraiment des filets de pêche, des filets de pêche. Je pense que tu peux préciser un petit peu quel type de filet peut-être t'intéresse, parce que voilà, c'est vraiment pas les chaluts. Oui, c'est ça, les chaluts, c'est ce qu'on peut voir au Guinéen, etc. C'est des gros engins de pêche lourds, etc. Les filets fins, c'est vraiment des filets nylon très fins avec une maille. Bon, il y a différents types après, mais on les retrouve, moi je viens à côté du Conquet, donc Conquet ou dans d'autres ports, même à Lorient, on en récupère. Mais c'est un type de filet où il y a un plastique qui est vraiment très intéressant à récupérer et à recycler. Donc voilà, on se lance sans prise de tête, et puis on voit qu'il y a des fêtes maritimes en 2016, c'était en 2015 quand on a commencé. Donc en juillet 2016, il y a des fêtes maritimes, on se dit oh, maritime c'est intéressant. Voilà, on va proposer ce projet on n'avait pas du tout commencé quoi que ce soit, on va proposer ça à Brest Métropole, ce sujet-là, et là Brest Métropole me dit mais on n'a jamais entendu parler de ça, il faut absolument que vous venez présenter ça aux fêtes maritimes. Donc on avait après 5 mois pour proposer des choses. Donc on s'est lancé, et le projet c'était un projet de diplôme, donc il devait s'arrêter au mois de juin ou juillet pour finir les fêtes maritimes. Et là aux fêtes maritimes, complètement une belle claque, parce que le public qui sont venus voir sur notre stand, ils ont découvert vraiment un nouvel univers de recyclage, une histoire derrière où on racontait, c'est un pêcheur qui nous a donné ses propres filets usagés. On avait un petit sac, lui on avait des caisses entières, donc en vrai on pouvait en avoir comme on voulait. Et après on voit les associations de l'environnement qui sont basées à Brest, viennent nous voir aussi. Et c'est là qu'on découvre vraiment un monde justement, économie sociale et solidaire à Brest, avec un vrai engouement sur le projet. Et donc on se dit, allez, on continue ce sujet, mais on sort de nos garages, on arrête de faire ça de notre côté, donc on va chercher des vrais métiers. Et c'est là où vraiment Filet Fab a eu un gros tournant, c'est qu'on s'est dit, nous on ne sait pas recycler, on ne sait pas collecter, on ne connaît pas le monde de la pêche, donc on va aller voir du monde et on va créer un sorte d'écosystème local en Bretagne pour justement nous aider, nous faire comprendre comment ça se passe sur un port, sur un bateau, comment ça se passe après un cycle de déchets. Donc on allait voir des entreprises de Guyot, même à l'époque aussi les recycleurs bretons. On allait voir la région Bretagne qui nous a accompagnés dès le début sur ce sujet-là, parce qu'elle est propriétaire de pas mal de ports
de Bretagne. Donc forcément, elle est très intéressée par cette démarche de valorisation des filets. Mais bon, à l'époque, on avait des petites... ça, maintenant on y est, mais là, on n'y était pas. Et vraiment, ce sujet de créer, de fédérer en fait, des acteurs autour d'un filet, d'un déchet, c'est là où il y a toute une importance à apporter. Donc il fallait vraiment, nous, qu'on prouve cette volonté d'apporter, de démontrer qu'un filet, c'est une ressource pour un territoire. Ça, c'est vraiment notre discours, qu'aujourd'hui, ça peut lier des compétences de collecteurs, des compétences de structures d'insertion, ou même des compétences publiques, politiques. Tout ça, toutes ces compétences-là, on le ramène en fait à juste valoriser un déchet. Et donc c'est tout cet univers qu'on a réussi à consolider pendant 2-3 ans. Donc pendant 3 ans, on n'a pas du tout recyclé. On est allé voir beaucoup de monde, on est allé chercher des financements, faire beaucoup de dossiers, etc. Et tu avais l'intérêt des interlocuteurs. Comment était vécu ton approche? Alors c'était, il y a eu un intérêt vraiment dès le début, hein, parce qu'en fait on arrivait avec des choses, bon pas des objets, mais avec de la matière recyclée. Donc en fait déjà, eux ils voyaient juste des filets dans une benne ou dans un big bag qui ont été usagés, mais là ils voyaient vraiment une transformation, vraiment c'était plus un état de filet, hein. Il y avait soit une plaque, donc en gros on avait refondu des petites plaques de plastique. Sur la bilique. Ouais, non, alors, on a travaillé après avec Eddie Composite à Saint-Brieuc, dans un labo où des gens ils savent travailler le plastique, quoi. Donc voilà, on avait des choses propres en fait à présenter, et là direct ah ouais, on peut refondre, ah ouais, donc c'est du plastique qu'on peut recycler, mais ça on savait pas, nous on sait pas où ça va, il n'y a pas de traçabilité. Donc là on dit ah ouais, donc pas de traçabilité, qu'on arrive à prouver que quand on récupère un filet, on sait où il va, on sait qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y a vraiment toutes ces questions de traçabilité qui est arrivée, et c'est là-dessus qu'on a après vraiment positionné notre offre, alors pour les ports et après pour les clients, d'être le lien en fait entre un monde industriel de la plasturgie et un monde maritime qui a un déchet et qui en plus va être obligé de créer des filières, etc. etc. Et donc un très bon... Et maintenant, là, vous en êtes où sur le territoire notamment, parce que tu parlais de la Bretagne. Moi aussi j'ai retenu quelques chiffres quand on a discuté. Il y avait donc 800 tonnes sur la France, donc 400 en Bretagne. 400 en Bretagne, ouais. Mais la filière, elle n'est pas que sur la Bretagne. Non, la filière, territoire. C'est ça, non, les filières, ils sont un peu partout en France. Donc aujourd'hui, on se développe toute la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, toute l'Occitanie. On commence à avoir des partenariats en PACA, en Corse, et on va normalement commencer un projet avec Boulogne aussi. Donc vraiment, là aujourd'hui, après 6 ans, hein, c'est 6 ans de travail là-dessus, mais maintenant on a une sorte de offre, entre guillemets, ou plutôt une méthode, on pourrait plus parler de méthode, de créer des filières en fait locales, parce qu'il y a des grosses différences entre les territoires. La région Bretagne, on a des ports comme Lorient, le Conquet, Roscoff, qui sont des ports assez bien structurés, où ils ont une gestion de leurs filets, parce qu'il y a énormément de matière, donc ils étaient obligés de mettre en place des collecteurs agréés, des appels d'offres, etc. Donc c'est plutôt bien calé. Mais par contre, en Occitanie, là c'est des petits pêcheurs, mais vraiment ils ont des 7 mètres, hein, donc en gros ils ont 300 kilos à l'année. Là, il faut réfléchir à toute une autre filière vraiment très localisée, avec par exemple pour le tri, on travaille avec des structures de réinsertion, parce que ça va être 2-3 semaines de travail dans l'année, et l'objectif c'est qu'on ramène de la matière qui est déjà triée en fait à Plougonvelin, parce que aussi on fait une dynamique territoriale, c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est ça le lien aussi, justement, avec les territoires, c'est que cette matière-là, il faut la travailler, il faut la transformer, c'est beaucoup de manœuvres. Ouais. Et là, intervient aussi justement cette économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que tu as fait les démarches, vous avez fait les démarches vers des structures de retour à l'emploi, d'emploi aidé. Oui. Oui, parce que alors déjà, puis en Occitanie, il y a aussi une structure qui m'a, il y a 2 ans, 3 ans, à Argelès, son maire, qui m'avait appelé en disant nous, on voit qu'il y a des filets, on aimerait aussi structurer quelque chose, on veut apporter nos compétences, nos personnels sur cette thématique du recyclage, de la mer, etc. Et donc il y avait déjà aussi une base, une volonté de la part de ces structures-là, mais après il faut réfléchir à comment amener cette matière, la quantifier, etc. Donc c'est là où nous on intervient. Mais oui, il y a un grand intérêt là-dessus. Et sur la main-d'œuvre, alors, parlez-nous un petit peu de la main-d'œuvre, justement, parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, tout est fait main, localement. C'est le tri, hein. Donc on enlève les petits fils ou le cordage, c'est fait main. Nous, chez nous, on a 4 opérateurs, un salarié, mais on a aussi une structure qui s'appelle les Jeux d'Or, donc qui sont dans le Finistère. On les accueille une fois par semaine, c'est 3 à 4 personnes en réinsertion, enfin c'est même un ESAT du coup, qui viennent en fait, on met à disposition justement le bâtiment, parce qu'en soi, nous, ce qu'on recherche, c'est pas la main-d'œuvre telle quelle, hein, c'est plutôt, on a un travail, il y a des tâches qui peuvent leur apporter plus, qui peuvent leur sortir de
de leur bâtiment où ils sont habitués peut-être à faire des tâches très répétitives aussi. Donc là, ils aiment en fait sortir de leur bâtiment, voir d'autres choses et venir dans un plus grand hangar avec des filets, avoir une autre ambiance d'entreprise aussi. Et participer à la valorisation. Participer à ça, ouais. Et justement avec des objets. Ouais, c'est ça, oui, comme ces issus lunettes. de cette filière. C'est ça. Ça, c'est des lunettes Armor Lux avec Acuitis qui ont sorti des gammes solaires et optiques. Et effectivement, on a mis en valorisation, justement, en termes de communication, l'impact qu'on a sur ces structures de l'ESS qui viennent nous aider. Et donc, les clients, ils sont obligés aussi de parler de ça, et même de toute façon, même s'ils ne sont pas obligés, ils veulent le faire. Ils adorent en fait se dire qu'il y a même au-delà des pêcheurs, des économies circulaires qu'on fait, qui est très industriel maintenant, il y a aussi ce côté social et sociétal où il y a une fédération de réseaux et d'entreprises qui travaillent pour avoir leurs produits. Et comment justement tes clients travaillent avec toi sur le fait qu'ils travaillent un déchet et aussi issu de toute une économie circulaire, locale et sociale. Alors eux, c'est ça qu'ils attendent, c'est vraiment du coup d'avoir du plastique recyclé. Donc nous, on a une capacité à recréer des granulés, donc ça c'est vraiment le produit qu'on vend aux entreprises. Et les clients qui viennent nous chercher, c'est pas forcément pour avoir un plastique, c'est vraiment pour avoir tout l'environnement qui est autour de ce plastique-là, toute l'histoire, toute la traçabilité de la matière, qui y travaille, de quel port ça vient, etc. D'où la question de la traçabilité tout à l'heure. Nous, à chaque port, on lui a affilié un code, en fait, parce que, pour la logistique, etc. Et on est capable, en fait, à un client de lui dire, là, il y a 10% de l'huile de bas et 90% du concaille, par exemple. Parce qu'en en fait, ils veulent savoir d'où ça vient et qui a travaillé la matière, alors nous et les partenaires à côté, quoi. À quel stade de développement là, vous en êtes et quel est, comme un peu avec Maud, ton année 2022, 2023, un avenir proche, le développement et puis est-ce que tu as des offres d'emploi? J'espère que tu en as mis ici, là, sur le salon. Ah non, là on va... Non, pour le développement, c'est de finir tout le développement national en 2022, en tout cas d'avoir lancé toutes les filières. Après, certaines vont avoir plus être opérationnelles en 2023, parce que c'est le temps il faut 1 an à peu près pour développer une filière sur un territoire. Donc finir les régions qui veulent être partenaires avec nous. On va être aussi sur une partie beaucoup plus levée de fonds là, à partir de novembre. Là, on finit de préparer tout ça jusqu'au printemps. On espère avoir fini au printemps. Donc parce qu'on va investir aussi industriellement dans du matériel qui sera aussi pour améliorer le travail de recyclage. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez capable de recycler l'intégralité des déchets, donc les 800 tonnes en France. D'ici 2025-26. D'accord. Ouais, là, en gros, on est à 7 tonnes par mois, et puis on va augmenter à chaque fois. Et puis après, vu qu'en 2025, il y a aussi une réglementation qui arrive sur les ports, l'objectif, c'est déjà d'avoir au moins une bonne réponse, une offre globale, pour dire, nous, on a été capable, avant même qu'il y ait une réglementation, de recycler 300 tonnes à l'année. Et avec des idées déjà sur d'autres déchets ou justement les chaluts, je ne sais pas si ça représente des chaluts. Qu'est-ce qu'on en fait? On les répare, les chaluts. Ouais, les chaluts, oui, ils sont amendés. Ils arrivent en fin de vie, je pense. Ils arrivent aussi en fin de vie, mais c'est pas le même plastique. En tout cas, les chaluts, les grosses alaises vertes qu'on voit, c'est du PHD, donc un autre type de plastique. Donc nous, on va pas aller sur ce plastique-là. Par contre, on commence à travailler sur ce qu'on appelle des chaluts pélagiques et semi-pélagiques. Et pour le moment, c'est parce qu'on s'adapte à la ressource de Occitanie, où il y a beaucoup moins de filets. Il doit y avoir 10 tonnes. On a quantifié 10 à 15 tonnes de filets fins. Mais par contre, derrière, il y a d'autres métiers. Il y a des tonnessineurs, des chalutiers avec du pélagique. Et là, c'est le même matériau, donc du polyamide. Donc nous, on est intéressés. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on s'adapte au territoire, à sa ressource. Voilà. Très bien. Une belle évolution, même si on ne souhaite pas d'avoir plus de déchets et plus de filets quand même. Mais bon, au moins que tu puisses les traiter. C'est ça. Merci Théo. Tanguy, donc toi tu vas partir sur l'eau aussi, là. Je sais que ton bateau est en rade de Brest, il est remonté. Et tu vas commencer par nous expliquer un petit peu de la création de ton entreprise, d'où tu viens et puis où tu vas aussi, le parcours. Je sais que tu vas commencer par la pêche aussi cet hiver, je crois, mais bon, raconte-nous. Bonjour à tous, donc moi je suis docteur en biologie marine de formation, je suis aussi marin professionnel et navigant du coup, et je suis aussi coprésident du pôle ESS de Brest, donc investi dans ces questions de l'économie sociale et solidaire. J'ai créé l'association Scravic en 2017 quand j'étais en thèse pour monter des expéditions à la voile, pour amener des scientifiques observer notamment les oiseaux marins, les mammifères marins au large, en fait, où c'est très compliqué d'aller mener ces observations parce que ça coûte cher de le faire avec des bateaux moteurs
Et du coup, ces espèces pour lesquelles les chercheurs n'ont pas beaucoup de budget sont peu étudiées. Et souvent, en plus, c'est même pas des chercheurs, c'est plutôt des associations qui s'en occupent, etc. Donc, on proposait une solution avec des bateaux de location à ce moment-là pour amener ces naturalistes observateurs au large sur des campagnes un peu longues, en autonomie, observer ces espèces qui ne sont pas visibles depuis la côte. Et à la fin de ma thèse, on avait du coup la sensation qu'il y avait quelque chose qui tenait la route avec ces voiliers qui nous permettaient d'amener, donc avec un impact carbone très faible, ces scientifiques en mer. Et puis aussi l'envie, nous, de créer quelque chose qui ait du sens, d'aller un peu plus loin que monter des expéditions qui font rêver du monde, qui permettent d'acquérir de la connaissance, mais d'avoir un projet d'entreprise avec un fort ancrage territorial, de penser les filières, de créer quelque chose qui crée de la ressource, de la richesse sur un territoire, et plus en termes d'échange, de compétences et de savoir-faire. Donc à ce moment-là, j'étais à Montpellier en thèse. Je suis revenu chez moi à Plougastel, donc en rade de Brest, pour créer ce projet d'entreprise qui n'existe toujours pas encore, qui est encore une association aujourd'hui, donc 4 ans après, c'est toujours une association qui porte le projet entrepreneurial. Et donc là, on a fait évoluer le projet petit à petit vers la volonté de créer une flotte de voiliers océanographiques pour venir apporter le soutien aux institutions de recherche en local, donc plus sur le mode expédition, mais vraiment venir compléter le marché des bateaux moteurs avec des voiliers qui nous permettent d'appuyer logistiquement ces chercheurs. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une complexité vis-à-vis des institutions, notamment l'IFREMER, qui est propriétaire d'un armement et qui était d'une part intéressé par le concept, mais qui ne voyait pas vraiment la solution pour nous intégrer à ces moyens. Et donc il faut savoir que les navires océanographiques français sont mis à disposition des chercheurs gratuitement parce qu'ils sont financés par le ministère de la Recherche. Donc en fait il y avait un peu un problème de comment est-ce qu'on peut financer nos services alors qu'il y a des services mis à disposition gratuitement sur appel à projet pour les chercheurs. Bref, un problème d'interfaçage qu'on n'a pas encore réussi à régler et qu'on n'avait pas réussi à régler à ce moment-là. Et on s'est dit, finalement, on s'est re-questionné sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. On est reparti sur cette idée de créer une entreprise qui avait du sens pour le territoire, créer un nouveau savoir-faire. Et là, on s'est dit, finalement, on était parti sur le volet de travail pour la science parce que c'est les métiers qu'on connaissait, c'est de là d'où on vient. Mais en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est retrouver le savoir-faire du travail à la voile, comme le pratiquaient les anciens. À Plougastel, mon territoire que je connais bien, il y a 100 ans, il y avait 150 coquillers qui pêchaient à la voile, la coquille Saint-Jacques, et c'était il y a 100 ans, quoi. Et là, ils étaient tous à la voile. Il y a 70 ans, il y avait encore 75% qui pêchaient à la voile, qui avaient des moteurs pour quand il y avait pétrole, pour revenir au port, etc., mais qui continuaient de travailler à la voile. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut acquérir ce savoir-faire, réacquérir ce savoir-faire, adapter des bateaux avec toutes les technologies modernes. C'est là qu'on a travaillé avec Merforte, aller chercher le savoir-faire de la course au large qui est présent sur notre territoire, qui est très forte. Et comment on peut mixer tout ça pour créer un nouveau modèle d'armement qui du coup soit exploitant de petits voiliers de travail qui travaillent à la voile. Et qu'est-ce que ça implique aussi en termes de modèle social derrière, puisque sur des métiers comme la pêche, un métier comme l'appui à la science, peut-être plus tard sur des métiers comme le transport à l'échelle locale, on ne pourra pas travailler de la même manière que ceux qui travaillent au moteur, on ne pourra pas avoir les mêmes rendements si on s'intéresse à ces questions-là. Donc il faut aussi revoir le modèle social derrière, trouver un nouvel équilibre entre le temps embarqué des marins et leur implication dans la gestion d'entreprise à terre, l'implication dans le territoire, etc. Et donc c'est en fait 2 gros volets d'innovation auxquels on s'attaque aujourd'hui. Le volet technique, donc avec un prototype qu'on vient de mettre à l'eau, donc un navire de plaisance qu'on a transformé à moindre coût pour juste se mettre le nez dans la réalité, voir ce qu'on est capable de faire. On va commencer cet hiver à essayer de pêcher. On aura peut-être des vieux filets à refiler à Théo bientôt. Et le côté scientifique va commencer au printemps, donc on a déjà beaucoup de contacts avec des chercheurs et des techniciens de bureau d'études prêts à venir s'essayer à la technique. Et en parallèle, on a tout le volet innovation sur le côté social, l'aspect juridique aussi, réglementaire, parce qu'il y a toute une dynamique d'homologation des bateaux, d'homologation aussi de la future société coopérative, pour qu'elle puisse être armatrice de ces bateaux de travail. Et cette société coopératrice, elle est déjà active, elle va travailler là à la pêche cet hiver. Vous allez tester le modèle un petit peu? Alors, c'est toujours l'association qui va nous permettre de faire cette phase d'étude de faisabilité,
de prototypage. Donc, on va d'abord naviguer à la plaisance, pêcher donc avec ce qu'on a le droit de faire en tant que plaisancier. Donc, le bateau est à la plaisance actuellement. Et donc, on a tout le volet juridique. On est accompagné par un avocat spécialiste du droit maritime. Donc, l'objectif, c'est de faire homologuer ce bateau donc, en division 227, donc petite pêche côtière, pendant l'hiver. Ça va prendre du temps. Et de pouvoir exploiter professionnellement ce bateau à partir du moment où il est homologué. Et à ce moment-là seulement, en fait, on fera muter l'association en société coopérative d'intérêt collectif, avec en fait ce côté collectif, donc avec les partenaires avec qui on travaille déjà. Le but, c'est de les intégrer tous en tant que coopérateurs pour vraiment créer un savoir-faire du territoire, un renouveau du savoir-faire maritime autour du travail à voile, qu'on puisse finalement, nous, notre objectif, c'est pas d'être amateur d'une flotte de 50 bateaux, c'est plus d'avoir des bateaux qui nous permettent de créer ce savoir-faire, de gagner en autonomie financière pour démontrer la pertinence de ces voiliers pour les métiers d'aujourd'hui, et surtout après de transférer ce savoir-faire, d'accompagner de futurs armateurs en mettant en libre accès nos documentations et en les formant pour qu'ils puissent devenir eux aussi armateurs de voiliers de travail. Combien de personnes autour de toi là actuellement? Alors on est une équipe de porteurs de 4,5-5, parce qu'il y en a qui sont embarqués, donc qui sont présents que la moitié du temps, donc dont la moitié est bénévole. Et on était 2 salariés cet été, et du coup un des salariés vient d'arrêter là, et du coup je suis le seul salarié jusqu'à décembre. Et du coup voilà, donc il y a une belle dynamique bénévole avec des personnes qu'on connaît en commun et qui nous permet de faire exister ce projet. Et l'idée du coup c'est de pérenniser déjà nos emplois sur les années à venir pour avancer aussi dans la démonstration de la pérennité économique de l'entreprise. Donner des idées à d'autres et que d'autres puissent venir se tester aussi un petit peu sur ces métiers-là et sur ces économies-là. Merci beaucoup Tanguy. On m'a demandé d'accélérer un petit peu, alors tu n'as vraiment pas de chance d'y aller parce qu'en plus je suis le dernier, mais pourtant tu as une énorme expérience dans l'économie sociale et solidaire, et je voudrais que tu nous en parles un petit peu, et notamment de ta dernière entreprise parmi les nombreuses précédentes, Bateau. J'avais oublié de te demander pourquoi cette orthographe. C'est la contraction de bateau et d'hôtellerie. En fait, Bateau, alors d'abord, moi je suis un employeur de l'ESS, je suis une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que je prends des gens qui sont éloignés de l'emploi et j'essaie de les ramener à l'emploi avec mon activité, une activité qui veut équilibrer le pilier social, le pilier économique et en l'occurrence le pilier environnemental. Comme Théo, je fais mes modèles économiques avec des déchets. On est 30-35% de structures de l'ESS aujourd'hui à travailler avec des déchets. Pourquoi? Parce qu'on avait qu'à se baisser pour les ramasser et créer nos modèles économiques, notamment par la revente de la matière. C'est ce que tu fais quand tu as collecté on en parlait tout à l'heure. Donc moi j'ai monté les structures par exemple dans la collecte et le recyclage des papiers de bureau. Voilà. Quand on parle d'ESS, finalement on parle de gens qui sont sur le trottoir dans la rue et de l'emploi. Et en fait, dans les structures de l'ESS, il y a plusieurs types de marches à franchir pour celui qui peut les franchir, et plusieurs types d'activités qui sont liées à la remise à l'emploi de gens qui en sont éloignés. Les premières marches, c'est les chantiers d'insertion, c'est les associations d'insertion qui vont déjà réapprendre à venir travailler tous les jours, avec des contrats de 26 heures par semaine, par exemple, donc une rémunération aussi, et puis se réhabituer à re-rentrer dans une condition de travail, travailler sur le comportement dont on parlait tout à l'heure, ou des choses comme ça. Puis à l'autre bout de la chaîne, il y a le retour à l'emploi, l'accompagnement et la formation au retour à l'emploi. Moi, je suis là-dessus. J'ai toujours été bon là. La différence de modèle, c'est que les premiers modèles, ils sont financés par l'État, ils sont subventionnés, comme on dit, mais ils rendent un service que l'État ne rend pas. Donc c'est pour ça qu'ils sont payés pour le faire, à hauteur de 80-85% de leurs besoins. Et par leurs activités, ils essaient de générer leur propre chiffre d'affaires pour le complément. Une entreprise d'insertion, parce que j'ai un statut de SAS ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale aujourd'hui, qui est un statut, je vous en parle après, nous on va chercher 98% de notre chiffre d'affaires, on crée notre modèle économique et on peut avoir des petites aides, mais enfin, par exemple Bateau, on a eu 10 000 € de subvention, tout est pour tout, pour les 3 ans qu'on vient de passer. Donc c'est important de comprendre ça, il y a plusieurs acteurs, on travaille beaucoup la main dans la main, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai envie de... Bon, et mon activité aujourd'hui... L'activité qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est qu'on récupère les déchets de plaisance, les déchets de bateaux de plaisance en fin de vie. Il y en a énormément. Il y a 1 million de bateaux immatriculés de plaisance immatriculés aux affaires maritimes. L'âge, 80% du parc a plus de 40 ans.
80% des propriétaires de bateaux ont plus de 65 ans et il y a une arrivée massive de bateaux que tu ne prends pas parce que c'est du polyester qui ne se recycle pas et donc qui ne se revend pas derrière. Donc c'est pas pour moi. Alors que pourtant, on est un pays leader, par exemple, dans la fabrication des voiliers de plaisance, on peut être fier de ça, et que les voiliers qu'on récupère, qui ont plus de 30 ou 40 ans, d'abord ils sont indestructibles, le polyester c'est solide, et c'est surtout un patrimoine qui a écrit des belles pages, à la fois des navigateurs, bien évidemment, mais aussi de nos entreprises qui sont devenues, grâce à eux, leaders mondiaux. On récupère des bateaux de plaisance, on les transforme en gîtes pour les particuliers, pour mettre dans leur jardin, sur terre ferme, on les transforme en hébergement insolite pour les campings, on en fait des salles de réunion pour les entreprises, on en fait des aires de jeu pour enfants, enfin on se creuse la tête toute la journée à savoir ce qu'on peut faire avec du bateau, tellement il y en a, on a accès à quand même un gisement important, ce qui est aussi une très bonne nouvelle, parce que dans un moment où on n'arrête pas de nous dire, et c'est vrai que les matières premières se tendent, nous on en a à foison. Donc en fait c'est important de comprendre ce modèle-là. Combien de personnes autour de toi aussi, justement, et combien de temps il faut pour transformer un bateau? Alors, il faut 450 heures, tout à l'heure on parlait d'heures pour faire un bateau état concours, quand on les remet bien, on les décastille, on les réaccastille pour les problèmes d'étanchéité, on change les hublots, on refait les coques, on refait les ponts, on refait tous les intérieurs. Il nous faut à peu près ça. Après, nous, on a quand même pas mal fluctué. On fluctue aussi par rapport justement à ce statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je voulais quand même vous dire aussi que les structures de l'économie sociale et solidaire sont les plus honnêtes du monde, puisqu'elles sont contrôlées par la Directe, qui est notre autorité de tutelle, voilà, et qui, avec Pôle emploi, nous fournit des gens qui sont au RSA, toujours, et puis qui n'ont en général pas de formation, et qui ont des problèmes sociaux. Donc vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on essaie de faire, mais c'est extrêmement intéressant, je trouve, aujourd'hui, parce que plein de gens le font. Tout employeur, en fait, fait du social, forcément. Donc. Et là, bon, c'est un peu plus intéressant, un peu plus différent, parce qu'il faut qu'on forme les gens à des métiers. Et avec un vieux bateau, on forme à 4 métiers, la menuiserie, la métallerie, le composite et l'agencement, qui sont des métiers recherchés dans l'industrie nautique. Un parcours d'insertion ou de retour à l'emploi, pour le réussir, c'est-à-dire, on va finalement, par exemple, quand on fait ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique, il y a un statut, IAE, qui s'appelle, on a 2 ans au maximum pour remettre à l'emploi quelqu'un qui en est éloigné, et puis on le paye au SMIC, au minimum, en tout cas. Et ce qui est catastrophique, c'est si tout ce parcours a été fait, puis qu'il s'arrête au bout de 2 ans parce qu'il n'y a pas d'emploi derrière. D'expérience, pour avoir géré beaucoup de parcours IAE, c'est la co-construction du parcours avec des employeurs qu'il faut faire. C'est-à-dire des employeurs potentiels. Nous, les structures de l'insertion, on sait très bien identifier les candidats habiles avec leurs mains, par exemple, et qui vont pouvoir progresser vers des logiques de formation. Donc on s'occupe de cette partie-là. Puis après, on commence à travailler avec un employeur potentiel sur qu'ils apprennent à mieux se connaître, sur des formations complémentaires, etc. C'est la clé de voûte. Moi, j'ai la fierté d'avoir réussi un peu plus de 400 parcours d'insertion par l'activité économique, donc de retour à l'emploi. Voilà, après je pourrais vous parler des heures, mais c'est le message qu'on devait faire passer aujourd'hui sur Mer et Solidarité. Absolument, et puis ce retour à l'emploi. Il faut qu'on prend un vieux bateau, puis on t'en fait des neufs avec ça. Et tu n'auras plus besoin de l'essentiel à vil prix. Absolument, travailler ensemble, oui, effectivement. Merci Didier, merci beaucoup. Voilà, au début de la table ronde, je disais qu'on gardait un petit peu de temps questions-réponses. Est-ce que les parcours de nos intervenants là vous ont inspiré? Qu'est-ce qu'ils vous ont inspiré? Et puis, est-ce qu'ils vous ont inspiré des questions, justement? Oui. Merci à tous déjà pour le parcours, c'était hyper intéressant de voir peut-être pour si on l'entend bien. Oui, je disais merci à tous, c'était hyper intéressant d'écouter vos parcours. Moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est la cassure en fait entre le début de la présentation, où on nous parle de chiffres d'affaires, tout ça, et là on est dans le social, on parle plus de chiffre d'affaires. Voilà, on compte pas nos heures, on est entrepreneur en fait, je trouve ça chouette. Un truc qui m'aurait manqué éventuellement au tout début de la présentation, ce serait les chiffres des reconversions. C'était votre cas, Maud par exemple. C'est aussi notre cas avec ma compagne, en tout cas on espère de se reconvertir en fait dans le métier de la mer, après l'entreprise, le sport, les finances, start-up, tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'aurait manqué. Une question qui vous concerne peut-être tous les 4 différemment, mais vous avez passé votre BPGEPS pour travailler, forcément vous faites de la nav,
vous Théo, vous Didier dans vos formations, est-ce que c'était un plus en fait d'avoir son BPGEPS, de connaître le milieu de la voile, ou est-ce que finalement c'est une condition sine qua non pour travailler dans l'industrie? Ce serait ma question. Parce que moi je me pose cette question en ce moment, est-ce que je fais un BPGEPS si je veux rejoindre, que ce soit le métier du nautisme, de la pêche, du commerce, peu importe. Merci. Je crois que tu peux répondre sur le... Je peux répondre sur la partie effectivement BP. Sur les questions de formation pour intégrer le nautisme, en fait, il y a un vieux serpent de mer parce qu'il y a deux filières. Il y a une filière jeunesse et sport qui est plutôt tournée vers l'enseignement, en tout cas c'est le cadre, et il y a une autre filière qui est plutôt marine marchande, donc à la fois la pêche, mais aussi les gros navires de travail. Et donc ça, c'est deux diplômes différents, et en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, quand vous voulez passer de l'un à l'autre, c'est assez compliqué. Moi, j'ai choisi le BPGEPS parce que je savais que je voulais faire une école de voile et j'avais ce côté enseignement. Mais je me suis posé la question du capitaine de sang et j'ai un peu calé pour les démarches administratives, mais ça sera peut-être pour plus tard. Et je passe la parole à Thierry qui a une autre expérience. Est-ce que le BPGEPS quand même, parce que pour apporter une réponse, j'allais dire passe-le, ça sera toujours un outil dans ta boîte à outils, sauf si tu es un peu pressé, c'est pris par le temps, mais c'est de toute façon très important d'avoir comme diplôme. Pour emmener des gens en autonomie en mer, de toute façon, c'est la première marche, quoi. Sinon, après, il faut toujours être au sein de structure et avoir un responsable technique qui t'encadre. Donc, pour être auto-entrepreneur ou lancer sa boîte, c'est un frein. Et toi, Tanguy ? Déjà, ça, c'est des diplômes pour être navigant. Et comme on l'a vu, en fait, il y a plein d'autres métiers dans les filières maritimes. L'idée sont, je ne sais pas, peut-être sur leur loisir, peut-être c'est calme, en tout cas, dans leur métier, ils ne sont pas navigants. Donc ça, c'est des diplômes pour être navigant. Il y a plein d'autres choses. Nous, côté marine marchande, c'est des cursus longs, voire fastidieux, je pense, en parcours de reconversion. On est d'ailleurs en contact avec les centres de formation pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait adapter ça au parcours d'entrepreneur, au parcours de créateur d'entreprise, où en fait, aller 6 mois en formation pour passer un capitaine 200 dans tes premières années de création d'entreprise, c'est un truc que tu peux pas te permettre. Moi, je suis matelot depuis 4 ans, donc j'ai très peu de temps d'embarquer en tant que professionnel, donc je peux pas monter en grade et je peux pas encore, et j'ai surtout pas du tout le temps de lâcher l'entreprise actuellement pour aller passer mon diplôme de capitaine. Donc je pourrais pas être capitaine de nos bateaux tout de suite, alors que c'est clairement moi qui ai le plus de compétences dans notre équipe et qui suis dans les faits le capitaine du bateau, quoi. Donc ça, voilà, il y a ces diplômes navigants, mais il y a plein d'autres métiers en filière maritime où il n'y a pas ces contraintes de diplôme, où c'est plus en fait, ton savoir-faire qui vient des formations que tu as eues avant, qui va te permettre d'apporter des compétences dans les métiers de la mer. Je ne sais pas si ça a un petit peu éclairé ta lanterne. Oui, merci de toutes ces interventions. C'est Bernard Martin. Alors la Direct n'existe plus depuis le 1er avril, c'est pas un poisson, c'est la traite. C'est pas grave. Donc moi je suis le référent maritime de la Direct Bretagne, Pays de la Loire. On aura sans doute des occasions d'échanger un peu plus tard. Mais je ne suis pas le service de contrôle, moi je représente deux services, en fait le service de l'inspection du travail maritime et le contrat d'objectif État-région. Et la région est présente aussi dans la salle, hein, je précise. D'abord une remarque pour Anne Lepage et qui va nous rassurer. Effectivement, la France, à côté de 24 États, est en train de s'assurer que la MLC, la Convention maritime, Maritime Labour Convention, précise la durée maximum d'embarquement d'1 an avec 1 mois de congé, puisque ce n'était pas précisé, c'était une lacune pour information. Moi j'avais 2-3 questions pour Maud que j'avais rencontré la semaine dernière. Le public cible, j'ai entendu que c'était les jeunes. C'est une volonté ou c'est parce que ça écarte les moins jeunes, ou c'est l'âge qui est le critère, ou c'est d'autres critères? Ça c'est la première. Pour Théo, oui, je m'interrogeais parce qu'il y a quand même dans l'objectif de modifier les filets de manière à ce qu'ils puissent être biodégradables. Est-ce que vous intégrez ça dans votre modèle? Parce que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait, pour être simple, moins de plastique en mer, puisque la mer est la première poubelle au monde, et notamment en matière de plastique. Et pour les autres, je pense que on aurait des échanges, mais effectivement, le droit social maritime, il y a les avocats, mais il faut savoir que le service public aussi peut être conseil, sachant qu'on fait partie des commissions régionales de sécurité, etc. Merci des retours pour les petites questions. En fait,
moi, on a commencé à travailler avec les jeunes parce que c'est les partenaires qu'on a rencontrés en premier. En vrai, on pourrait travailler avec des malades psychotiques, avec des gens qui sortent de burn-out. Notre offre, elle est aussi ouverte, je ne sais pas si c'était bien clair, au grand public, c'est-à-dire qu'on a cette partie jeune qui est une partie très ESS et financée, puis on a une partie grand public où les gens payent leur stage comme n'importe qui. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens, ils viennent juste passer une semaine découvrir la mer et je pense que ça leur fait les mêmes effets. Alors on met pas forcément en place la même pédagogie, mais moi j'ai vraiment commencé ce projet parce que j'ai cette conviction que la mer peut apporter à tout le monde et effectivement c'est vraiment loin d'être limité aux jeunes. J'aimerais beaucoup faire un stage avec des personnes âgées qui n'ont jamais mis un pied sur l'eau et pour qui ça peut être un rêve à un certain moment de leur vie. Donc voilà, j'ai pas trop de limite d'âge. Et ouais, alors sur l'aspect biodégradable des évolutions nécessaires de... Ben voilà, on est au terme de cette... Ah si, ben je la voyais pas là. Oh, mais je ne peux pas vous voir derrière. C'était Mariage, moi je suis coprésidente du PEPS, le pôle d'économie positive, sociale et solidaire du Pays d'Auray. Et alors j'ai une question pour Théo, puisque je n'ai pas bien saisi quelle était la nature de l'entreprise. Ce n'est pas une SCOP, c'est une entreprise classique. Oui. Okay. Donc le travail qui est fait vers l'ESS est lié au travail avec les partenaires qui sont des structures de l'ESS. Mais est-ce qu'en interne, vous travaillez, par exemple, votre RSE pour vous rapprocher des principes de l'économie sociale et solidaire? Oui, alors en fait, RSE, aujourd'hui, la société a que 2 ans, dont 1 an de Covid. Donc j'avoue que le RSE, pour le moment, on fait déjà les bonnes fondations d'entreprise pour après se projeter sur des stratégies RSE qui font des plus grosses entreprises que nous. Nous, aujourd'hui, on a 2 principes. Sur la partie RSE, notre objectif, c'est de valoriser une ressource territoriale qui est aujourd'hui envoyée à l'étranger ou enfouie. Donc là, aujourd'hui, on se concentre là-dessus sur notre discours environnemental, puisque c'est notre activité. Après, on a, comme je disais tout à l'heure, quand on accueille des personnes déjeuner d'or, etc., on serait loin d'être obligé de le faire. Aujourd'hui, d'un point de vue chiffre, ça ne nous apporte pas plus et pas moins. Mais en termes de bénéfice social pour la société et même pour nos opérateurs et pour nous aussi, c'est hyper important. Donc après, comment le lier à des lignes de l'ESS réel, parce qu'on a été une asso avant, après on a converti en entreprise parce que ce modèle pouvait nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre projet. Je sais pas, après il y a les US avec qui pas avec qui, mais sur quoi on a pas mal réfléchi. On travaille avec France Active Investissement, donc France Active qui est un très gros pôle de l'ESS et l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est pas une question, mais aujourd'hui c'est trop jeune en fait pour cibler des choses et surtout la stratégie RSE pour l'instant nous n'a pas vraiment mis en place de choses précises là-dessus. En tout cas, la volonté est là de faire c'est ça, sociale et solidaire, je pense. J'espère qu'on a eu le témoignage de la sincérité de leur volonté de développer ces entreprises sur ces thématiques-là, sur ces valeurs. Merci. Oui, bien sûr. Théo a souligné que tu parlais d'écosystème. On est sur des logiques d'économie circulaire, par exemple, quand on travaille avec des déchets, puis on crée de nouvelles activités, enfin il y a toute cette économie. Ça ne peut exister, et puis par nature, c'est un écosystème de partenaires publics, privés, associatifs, citoyens, qui se met autour de la table, autour d'un projet comme ce qu'on fait, pour créer de la valeur ensemble et savoir se la partager. Les collectivités locales sont super importantes, bien évidemment, et c'est de tous les niveaux, la ville dans laquelle vous êtes, l'intercommunalité, le département, la région, etc. C'est à la fois passionnant à imaginer, à la fois les temps des uns ne sont pas les temps des autres. Donc ça veut dire que quand on est sur une démarche d'entreprise, on doit faire son chiffre d'affaires, etc. Il faut à la fois qu'on avance. Tu parlais de France Active, c'est par exemple un des financeurs de l'ESS, effectivement, beaucoup. Mais enfin, je voudrais souligner ça parce que ça reste passionnant. Aujourd'hui, Bateau, qui est quand même pas une grosse structure, on est à Nantes, j'aurais pu vous le dire, qui a été créé il y a 3 ans, dont 1 an et demi de coronavirus, comme tu dis, tu vois, donc on a par exemple Audencia, une école de commerce prestigieuse, qui nous accompagne pour faire ce qu'on appelle un bilan multi-capitaux de notre activité globale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en fin d'année une ligne perte et profit où on sait tout de suite si on gagne ou on perd de l'argent, on va avoir une ligne perte et profit environnemental et une ligne perte et profit social. Ça, c'est des vieux mouvements qui ont été déjà imaginés depuis longtemps, qui commencent vraiment à arriver chez nous et qui vont permettre
Quand on prend, tout à l'heure, je vous disais que je travaille avec des gens qui sont au RSA. Un RSA, ça coûte à la collectivité à peu près 20 000 euros par an. C'est à peu près ça le prix. Hein. Quand l'État, par exemple, nous confie quelqu'un qui est au RSA, il va nous dire, je vais vous donner 10 000 euros par an, mais vous allez le payer. Si on réussit à lui trouver un métier vraiment derrière, chaque euro que l'État nous a donné pour assurer la formation et le retour à l'emploi lui en ramène 4. Donc vous voyez comment est-ce qu'on valorise ces sujets-là? C'est extrêmement difficile. Comment on valorise dans nos politiques de gestion de déchets, les circuits courts, etc. C'est ce qui est complexe aujourd'hui à imaginer, mais c'est ce qui est passionnant dans notre avenir. C'est comment on valorise le social, comment on valorise l'environnement, au-delà du simple perte et profit financière qui est souvent le seul dialogue qu'on a avec nos interlocuteurs. C'est ce vers quoi vous allez tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois que c'est l'heure de l'inauguration du salon, c'est ça? Oui, Denis. En tout cas, un grand merci à vous quatre, hein, parce que c'est passionnant, c'est riche, c'est inspirant. Et j'ai envie de dire au public qui est là, lancez-vous, sachant que vous avez des structures qui vous accompagnent. Je vous ai parlé de C2Sol, il y a la Touline, voilà, il y a d'autres structures. Il y a le PEPS Doré aussi, avec qui on a eu l'occasion de travailler dans le cadre d'une formation. Voilà, donc inspirez-vous et surtout, il ne faut pas hésiter à y aller.